Alors moi je m'appelle Adèle, j'ai 25 ans. On arrive trop tard. C'est comme si tu fais rentrer un joueur à la 92e minute avec une minute de temps additionnel et tu te dis vas-y c'est 3-0, tu peux tout faire. Tu vois. Je m'appelle Jean, je suis à l'université, je suis étudiant. Moi je suis un fervent défenseur de l'écologie pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ailleurs dans certains militants qui ne voient que l'écologie sans voir le problème. Moi je m'appelle Djihad, j'ai 24 ans, je suis ingénieur civil. En fait c'est pas la planète qu'on essaie de sauver, c'est l'espèce humaine. Et moi je m'appelle Cindy, j'ai 19 ans, je suis en première année de droit. D'un autre côté, je me dis aussi que ça peut pas être possible parce que les gens, en fait, on consomme vraiment beaucoup. Quel pourcentage de la population française est prête à consommer moins de viande et de produits laitiers dans le but de sauver la planète? 61%, 31% ou 21%? Pour moi, c'est... Pour moi, c'est la première truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, tu vois. Oui. Plutôt qu'est-ce qu'ils vont faire. Oui, ça J'ai c'est vrai. 100% Un sondage en mode... Point de vue plus réaliste, je dirais 31%. J'ai l'impression que des fois, on a l'impression que par rapport à cette question de consommation de viande et de véganisme, que beaucoup de gens ont une certaine conscience dessus, mais en fait pas du tout. C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment un échantillon de la population qui sont déjà assez privilégiés selon moi, parce qu'à ce moment-là, en fait, tu as le temps de réfléchir plus loin par rapport à ta consommation quand tu as déjà une consommation de base qui est là et que tu as les moyens de pouvoir mettre en place d'autres choses. Pour nous, on pense que dans le sondage, c'est 61%, mais que les personnes se donnent une bonne image en fait en disant oui, nous sommes prêts à consommer moins de viande, moins de produits laitiers, mais que les actes après ne suivent pas. Imaginons 61%, si c'est le chiffre du sondage, ça démontre aussi une volonté des gens. C'est-à-dire qu'évidemment, le changement ne va pas être radical, mais forcément, dans les faits, les gens réduisent un petit peu leur consommation et au final, ça ne peut se faire que comme ça. Ça ne peut pas être radical du jour au lendemain, on devient vegan, tu vois, par exemple. C'est pas possible. Je l'ai fait. Tu l'as fait? Je l'ai fait du jour au lendemain. Ouais. Ouais, ça fait 3 ans maintenant. Bah, par exemple, moi je n'y croyais pas. Ma petite sœur l'a fait également, elle avait 13 ans, elle était relativement jeune, c'était même dangereux à son âge de le faire comme ça, parce qu'il fallait du coup des compléments, etc. pour suivre. Et moi, je suis vraiment un gros consommateur de viande initialement, je mange que ça, tu vois. Mais en voyant ça, justement, j'étais au départ très réfractaire, tu vois, à son changement radical. Et fort était de constater que même moi, simplement dans une optique même réaliste, pour réduire les dépenses, pas devoir acheter de la viande végane qui est quand même relativement chère et de la viande qui n'est pas nécessairement de bonne qualité, qui coûte moins cher de toute façon, eh ben, je me suis mis sur il y a une forme de compromis qui s'est fait naturellement, spontanément, sans discussion même. Mes repas sont moins composés de viande. Donc je pense nécessairement que oui, les gens, au final, parce qu'il y a une idéologie ambiante, de manière spontanée, au final, réduisent un peu leur consommation. Je ne fais pas partie de la catégorie de personnes qui pensent que c'est les petites actions individuelles qui font des grands changements. Donc voilà, selon aussi mon domaine, pour moi, c'est vraiment faut des macro-changements, donc au niveau des industries, etc. Dans ce 61%, en fait, le fait que les gens juste montrent un intérêt fait que les industries peuvent être influencées parce que tu as tout ce truc de vouloir attirer une nouvelle clientèle qui fait que avoir une idéologie à laquelle peut-être au départ tout le monde ne va pas adhérer, mais juste dire peut-être un jour je réduirai ma consommation de viande, etc. C'est pas forcément ça qui va faire que y aura un impact, mais c'est le fait qu'après les industriels se disent tiens, on a un nouveau marché, donc on va produire plus de produits pour personnes véganes, etc. Et peut-être réduire à côté la production de viande. Et donc pour moi, c'est là où il peut y avoir un impact de ce positionnement de la population. En fait, moi ce que je pense, c'est que la plupart des gens, quand on disait 61%, c'est juste pour se donner bonne conscience, c'est qu'après ils ne vont pas spécialement faire le geste parce que en fait, tout le monde trouve des excuses en permanence. Je pense qu'on ne se rend pas compte que c'est une manière de réfléchir de riches, c'est-à-dire de personnes aisées. Ouais. C'est des trucs que nous, en tant que personnes ici en Europe, dans les pays occidentaux, en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Amérique, on peut se permettre de réfléchir à ça parce qu'on a la diversité, on a l'option du choix. Et ça, c'est un truc que moi, en tant que vegan, personnellement, j'ai toujours dit, j'essaye pas d'encourager l'Inuit ou le berbère dans le désert ou quoi à devenir vegan quand il a que ses chèvres ou tu vois, pour pas rentrer dans le cliché, mais quand il a que ses animaux pour le sustenter. Moi, je demande justement à ces gens qui ont le choix qui ont cette possibilité de se nourrir, et surtout dans nos régions, ce serait clairement beaucoup plus facile. Tu ne croyais pas aux petits gestes des gens. Comme tu l'as dit juste après, la plupart des entreprises, tu vois, il faut des macro-changements, comme tu disais. La plupart des entreprises et des politiques réagissent souvent et ne prennent pas de décision. Et du coup, c'est là où je me dis qu'il faut réellement un impact, une impulsion
de la population pour qu'il y ait des changements. Parce que sinon, en fait, il n'y a aucun changement qui se fait. Je pense qu'on se rejoint sur ça. Pour moi, ces petits changements peuvent inspirer les gros changements, pas parce que d'un coup, les grosses industriels vont se dire « Waouh, trop bien, c'est génial, sauver la planète », parce qu'ils vont se dire « Tiens, un marché économique, tiens, une nouvelle clientèle ». Bon, c'est ça leur argument, mais si après, derrière, ça apporte un changement, tant mieux. Encore une fois, je répète, le courage politique doit être présent, parce qu'au-delà, sans ça, on peut rien faire, parce que les lobbies des industriels, etc., la viande, qui sont très puissants, il faut pouvoir avoir des dirigeants qui sont capables de simplement dire non et faire le choix, parfois faire des choix qui, du point de vue électoral, ne sont pas les meilleurs, parce que évidemment, ça pourrait embêter un petit peu les gens sur le court terme, parce que les gens fondamentalement cherchent le confort, mais des choix qui, sur le long terme, avec une certaine planification, pourront permettre cette transition. La bonne réponse, c'est 31%. Ah, voilà. Okay. Vous pensez quoi de cette réponse? C'est plus d'honnêteté que ce que je pensais. Ouais, un petit regain, non, parce que j'ai l'impression que c'est quand même loin des objectifs qu'on doit atteindre, de mon point de vue. Maintenant, ouais, écoute, c'est toujours ça de prix. Hein. À combien s'élèverait le nombre de migrants climatiques d'ici 2050 si rien ne change? Réponse A, 63 millions. Réponse B, 93 millions ou 93 millions. Et réponse C, 143 millions. Moi, je suis pas très... Pour ça, je suis pas très optimiste. Pour moi, c'est 143 millions. Ça dépend des dégâts. Ça dépend à combien s'élèvent les degrés de modification climatique. Au plus ça va augmenter, au plus il y a des zones qui vont disparaître, entre guillemets, ou devenir invivables. Ça touche directement mon sujet thèse. Ben vas-y, développe. Donc, comme tu as dit, je pense que ça dépend des dégâts. Pour moi, ça dépend de ce qu'on va pouvoir mettre en place d'ici là. Parce que, bon, encore une fois, les projections qu'on fait, donc c'est par rapport aux technologies, aux connaissances qu'on a maintenant. Et voilà, souvent on se dit, voilà, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. À côté de ça, il y a la recherche. Donc la recherche, il y a énormément de recherches qui se font là-dedans. Par exemple, moi, je fais de la recherche dans le domaine des réseaux électriques. Et donc, je dois étudier la résilience des réseaux électriques quand il y a des catastrophes naturelles. Je pense qu'il y a moyen de développer des technologies et trouver des solutions de gestion, etc., qui peuvent, encore une fois, limiter les dégâts. Donc, pas changer la tendance, mais limiter les dégâts. J'en profite dans cette vidéo pour le dire, il faut investir beaucoup d'argent dans la recherche. Parce que voilà, si on investit de l'argent dans la recherche, c'est beaucoup d'argent en moins qui sera perdu quand il y aura énormément de catastrophes. Pour résumer, avec les technologies et les moyens qu'on a maintenant, où est-ce qu'on prend en considération les potentielles améliorations technologiques et de gestion dans le futur? Alors, la bonne réponse, c'est 143 millions, donc notre experte avait raison. Experte, je sais pas. Mais, donc ça prouve aussi quelque chose qu'il va nous falloir aussi mettre en place, il me semble, c'est changer notre paradigme autour justement de l'économie, etc. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'en termes de points PIB, on pense qu'en termes de PIB, tout simplement, on cherche la croissance absolument. Alors que bon, est-ce que la croissance absolument, est-ce que c'est nécessaire? Voilà, il faut investir, bien sûr, mais je ne pense pas nécessairement que les personnes vont le faire parce que c'est beaucoup d'argent. Et au final, qu'est-ce que ça va apporter d'un point de vue économique du coup? Parce que l'économie, je pense, c'est vraiment aussi le sujet qui revient tout le temps parce que c'est toujours l'argent. Et je pense que voilà, ils peuvent investir, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. C'est là la nécessité de changer de paradigme. Au final, l'économie ne doit servir que l'humain. Aujourd'hui, on pense à l'économie pour l'économie. En fait, l'humain n'est plus on n'investit plus dans l'humain concrètement. Là, c'est vraiment l'argent. Oui, au final, c'est ça. Ces dernières décennies, ils ont démontré qu'ils n'en avaient un peu rien à faire. Et aujourd'hui, on doit passer sur un tout autre paradigme où l'humain doit être au centre. Et donc, toutes les politiques, tout le changement économique qui doivent être opérés doivent se faire au final, après, c'est très idéaliste, mais dans l'optique de permettre aux humains, à l'humanité, de pouvoir perdurer dans le temps. Et donc, forcément, ça va pas faire du chiffre. Et donc ça va poser problème à un ensemble de gouvernements qui sont peut-être dans un ultralibéralisme, cet œil sur la financiarisation, tout monnayer, mais ça va être nécessaire et à un moment ça va s'imposer à eux. Et si ça ne s'impose pas à eux, bah là ce sera trop, c'est déjà un peu trop tard, mais genre ça va, tu vois, ça va s'empirer. Je suis pas très d'accord avec toi parce que tu dis voilà, il y a personne qui investit, mais on a vu par exemple ces dernières années, il y a eu énormément d'investissements, par exemple dans les énergies renouvelables, que ce soit dans l'éolien, dans les panneaux solaires. Par exemple, si tu as envie d'installer des panneaux solaires chez toi, bah, il y a énormément de subsides qui existent, etc. Donc il y a quand même un investissement. Mais en fait, il faut des années pour convaincre des fois. Et je pense que là, pour qu'ils investissent, il faudrait dire
si on n'investit pas maintenant autant, les pertes seront d'autant. Et il y aura des pertes. On est arrivé dans une société où le temps, où on veut tout maintenant direct d'un coup, et du coup on prend pas le temps de réfléchir aux conséquences que ça va avoir, et du coup on prend juste pas le temps de faire les choses bien. Parce que prenons l'exemple très extrême, tu dois aller d'urgence au Maroc ou quoi pour voir ton truc. Là maintenant on a pris cette habitude de le Maroc il est accessible en 1h30. 3 heures. 3 heures, ça dépend où tu vas au Maroc et d'où tu pars et tout, tu vois. Alors qu'en vrai, il est aussi accessible en certes plus longtemps, mais d'un autre côté, je suis sûr que tu vas un peu plus kiffer le voyage si tu prends vraiment le temps de passer par toutes ces belles régions qu'il y a entre ici et le Maroc déjà. Tu vas éviter des conséquences, mais du coup derrière drastiques. Et du coup, c'est là où on doit arriver à se peser le pour et le contre de est-ce que c'est réellement plus important que j'arrive à tel endroit en tel temps, en sachant que derrière, ben, ça va causer autant de dégâts sur plein de personnes que je ne connais même pas. Je suis d'accord avec l'explication que tu donnes, mais encore une fois, pour moi, c'est placer encore les actions de l'individu comme étant le seul problème ou de toute cette question climatique, tu vois. Dans la société, on nous a inculqué une manière de vivre, de se déplacer, de communiquer, donc je vais pas être, je vais pas mentir, dire ouais demain je suis prête à tout arrêter d'un coup, parce que déjà ça demande une rééducation de soi qui selon les personnes, selon les moyens, selon X, Y, ne peut pas se faire tout le temps du jour au lendemain. Pour certains oui, évidemment, pour d'autres pas. Moi je suis un fervent défenseur de l'écologie pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ailleurs dans certains militants qui ne voient que l'écologie sans voir le problème tu vois, global au final, c'est soit de ça, soit de ça. Non, et en vrai, on peut voir la chose autrement, tout simplement. Moi je serais prêt à arrêter totalement l'avion, arrêter totalement l'avion, si on arrive à mettre en place par exemple le train, tout simplement. On sait que c'est beaucoup moins polluant, et ben, il est tout à fait possible de relier, d'ailleurs la Chine essaie de le faire via sa nouvelle route de la soie, mettre des lignes ferroviaires un peu partout, bah, ce serait totalement possible. Bon, évidemment, peut-être ce serait compliqué, techniquement c'est chaud, il faut faire encore évoluer sa technologie pour que les trains soient encore plus rapides, et c'est tout à fait possible. Une possibilité, en fait, c'est une alternative qui rend l'avion obsolète quelque part, et donc même via l'évolution technologique, il y a moyen de rendre obsolète la pollution, rendre obsolète tout ce qui est aujourd'hui polluant. Et moi je suis pour cela, du coup. Et ça demande du coup beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus encore une fois de courage politique. Je reviens toujours à ça parce qu'au final c'est réellement ça, avec une vision sur le long terme, planificatrice, et il faut vraiment mettre des étapes, quitte à ce que du point de vue électoral les gens ne comprennent pas directement où tu vas en venir et entre guillemets te détestent parce que tu chamboules un petit peu leur confort. Je sais pas, une personne qui a peut-être 5 personnes à nourrir, qui travaille 45 heures semaine, elle n'a pas forcément même ce temps de se poser et de dire ok, je vais réfléchir à changer toute la manière dont je fais des courses, toute la manière, est-ce que je dois faire une allocation de temps pour aller au marché bio, une allocation de temps pour aller là. Alors peut-être elle a 1 heure pour aller au Aldi à côté, faire vite ses courses et revenir parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et il y a des personnes qui sont précaires et qui n'ont pas forcément ce temps pour réfléchir à l'écologie, tu vois, parce que quand tu as besoin de subvenir à tes besoins primaires, c'est-à-dire juste être peut-être dans un logement qui est bien isolé, où tu n'as pas froid, juste pouvoir nourrir tes gosses, pouvoir peut-être qu'ils aillent à l'école, la santé, etc., etc. Franchement, tu n'as pas forcément après le temps de te dire l'écologie. Pas une question de tout le monde peut le faire. C'est une question de moyens, c'est comme beaucoup de choses, c'est comme les gens qui disent quand on veut, on peut. Quand on veut réussir ses études, on peut. Non, ça dépend, parce qu'une personne qui vient de la classe ouvrière, elle va avoir beaucoup plus de mal à réussir ses études, parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que peut-être elle doit travailler 30 heures semaine dans un job étudiant pour avoir la thune, pour payer son cote, etc., etc. S'il y a par exemple des trains, comme il dit, avec des billets pas chers, beaucoup de gens peut-être vont plus prendre l'avion, parce que des fois le train, juste pour aller à Paris, il est plus cher que par exemple prendre l'avion pour aller à Londres, il coûte plus cher, tu vois. Dans mon pour-contre, je prends pas vraiment des positionnements hyper polarisés, parce que pour moi il y a quand même tout un contexte social qui n'est pas si lisse en fait. Je vois où tu en viens, mais on arrive dans un truc où c'est le serpent qui se mord la queue, parce que tu dis qu'il faut des changements macroéconomiques, qu'il faut de l'aide, des trucs comme ça, mais les gens sont pas prêts, les gens qui nous dirigent, qui sont au sommet, qui sont là pour faire impliquer ces changements, ne changeront pas tant qu'il n'y a pas un réel push
derrière de la population. Parce que historiquement, ça a été prouvé, toutes les grandes révolutions ont d'abord été menées par le peuple. J'aime pas ce terme, mais par le peuple, par les gens. Donc tant que le peuple ne change pas réellement, il n'y aura pas de changement derrière. Donc tant que les gens, c'est triste à dire, mais tant que les gens continueront à prendre l'avion, parce que certes c'est un peu moins cher que prendre le train et un peu moins convénient, mais les mecs qui sont au sommet de tous ces trucs, ils vont se dire ah bon, mais la plupart des gens continuent à prendre l'avion. Donc c'est que ça les dérange pas. On se bat dans le vide entre guillemets quoi. Mais après, tu vois, c'est comme si les Avengers ils s'étaient battus contre des Boomerang Man et des trucs comme ça, et que Thanos il arrivait et regarde, il faut Thanos, vas-y tranquille, Boomerang Man, tu vois. En 2018, 15% de la superficie terrestre et 7% des océans étaient protégés. Si nous voulons sauver la planète, quel pourcentage total de sa superficie devrions-nous protéger d'ici 2050? Ça, moi, je dirais le maximum. Oui. Ouais. Entre 50 et 60%. Je reste sur ça. Ouais, je suis aussi sur du 60%. 50%. 50%. 50%, ouais. Parce que la plupart des terres actuellement occupées par l'homme, c'est pour l'agriculture, c'est pour le bétail, c'est pour se nourrir. Donc c'est vrai, et ça cause une grosse partie de la population, une grosse partie. C'est un tiers quasi de nos émissions de gaz à effet de serre. Déjà, si tu arrives à préserver une grosse partie que tu touches pas, mais réellement préserver, comme les forêts amazoniennes et l'océan aussi énormément, tu utilises l'autre 50% mais correctement, sans faire de la macro-agriculture surpolluante d'une seule variété, surtout en fait. Surtout ça qui tue, je pense, la biodiversité, c'est d'avoir des hectares et des hectares de blé, des hectares et des hectares de soja. Ouais, on va limiter nos dégâts de ouf. Donc, d'un autre côté, je me dis aussi que ça peut pas être possible parce que les gens, en fait, on consomme vraiment beaucoup. Et pour dire de bien respecter les autres 50%, je me dis, d'un point de vue économique, ben, il faut bien avoir des terres pour produire en fait. Donc. Mais je pense que là on va être d'accord. Pour moi, c'est les changements, ils vont venir de la manière de consommer des pays, industrialisés, quoi. Donc l'Europe, les États-Unis, l'Asie, donc la Chine, etc. Parce que c'est là où on a une on surconsomme. On a 70%. En termes de. 70%, il me semble, dans les on surconsomme. Donc, s'il y a des changements par rapport donc, à la demande là, donc à l'offre et la demande là, en termes de consommation, qu'il faut réguler, là, oui, c'est totalement possible. Parce qu'au final, les fameux réfugiés climatiques qui viendront des pays qui ne sont pas industrialisés, si on utilise les termes courants, c'est pas les populations qui consomment le plus. C'est plus on est aisé, plus on consomme. Comment pousser la population à consommer moins, mais de manière drastique? C'est vrai que c'est là où la mise en place de solutions, pour moi, c'est là où il y a une réflexion profonde à avoir. En vrai, je me dis même qu'on peut faire largement plus. Je prends un exemple d'un pays, je suis plus sûr exactement c'est lequel. Je pense que c'est sous l'égérie de la Chine. Le gouvernement, là, à l'époque, je pense que c'est un prince qui a full pouvoir et il est très pro-écologie. Et en gros, il a, je pense, vraiment 80% de son pays qui est de la forêt protégée. C'est trop bien. Et tout le reste, ce sont des villages, mais qui sont, ce sont des villes, mais qui sont en parfaite adéquation, harmonie avec le truc. Et en fait, il a effectivement, comme tu as dit, il a mis des gros pushs pour accentuer ce genre de truc et la population a joué le jeu. Mais au final, c'est un des pays où le niveau de vie est le plus égal possible. Tous les enfants sont scolarisés. C'est un des pays où il y a le plus petit taux de chômage. Pas nécessairement le plus gros PIB, tu vois. Non, exactement. Mais ils jugent sur le bonheur de la population plus qu'autre chose. C'est ça. Bhoutan, oui, exactement. On tombe au final sur la question de la priorité. Au final, pour une nation donnée, pour un ensemble de nations données, c'est sur la priorité qu'on va donner. Est-ce qu'on va chercher encore une fois la fameuse croissance pour la croissance, ou est-ce qu'on va essayer de chercher le bonheur de la population, un niveau de vie sain, on va dire, pour l'ensemble de sa population, un niveau d'éducation cherché, etc. Et c'est là où il y a des choix qui vont se faire. Et je pense, moi, personnellement, que c'est envisageable pour répondre à la question. Il faut nécessairement des conditions, et la condition doit être aussi une sorte d'accord global, l'avènement d'une sorte de droit global qui ne nuit pas à la souveraineté des nations, je le dis bien, mais qui permettrait de se mettre d'accord avec nécessairement des contraintes pour pousser, et en prenant en compte aussi justement l'évolution, l'industrialisation de chacun. On a été mal placé au vu de notre consommation, de dire aux Chinois, et d'ailleurs ils nous l'ont rétorqué, arrêtez votre industrialisation, vous polluez de ouf. Et en effet, ils polluent
énormément. Sauf que, au final, eux nous auraient rétorqué, mais vous l'avez bien fait en fait. Pendant plus d'un siècle. Surtout la Chine pollue pour nous. Les pays asiatiques polluent pour nous. Oui, à cause de nos délocaliser notre vraiment, et au final, c'est ça. Mais ça, je pense qu'on va arriver à ça. C'est les demi-mesures où au final, on délocalise un ensemble de nos des productions. C'est pas nous, c'est eux. Comme si le nuage allait s'arrêter à la frontière d'un pays. Et ça, c'est assez drôle. C'est là où les pays africains pourraient vraiment donner l'exemple en fait. On va arriver à ce croisement, entre guillemets, ce petit carrefour où plein de pays africains vont avoir ce choix. Est-ce qu'on continue tête baissée là-dedans ou est-ce qu'on en profite pour justement tenter des variantes qui socialement sont plus acceptables aussi? Ce qui est bien, c'est que là, le développement de l'Afrique et cette industrialisation en cours, elle arrive aussi à un moment où il y a des technologies qu'il n'y avait pas à l'époque où il y avait l'industrialisation ici en Europe. Quel pourcentage de la population française pense qu'il est trop tard pour inverser le cours du réchauffement climatique? 38%, 48% ou 58%? Ah, je sais pas, je vais me baser là-dessus. Plus pessimiste, mais 48 on peut tester, ça reste quand même au milieu. Ouais, c'est vrai. Quand on sait pas, on prend. Donc on a tous dit 48? Ouais. Eh bien, c'est bien 48. Allez, on finit sur une victoire, bonne journée. Quand on prend par exemple la France qui maintenant délocalise au final son énergie, veut dénucléariser, il fait appel au charbon polonais. Tu vois, là, tu vois qu'il n'y a pas de vision à leur c'est totalement débile, c'est juste électoral, c'est juste, écoutez, on a fait un truc climatique, écologique, on a délocalisé, on dénucléarise, mais il n'y a pas de vision à long terme, il n'y a pas de vision globale. À partir du moment où l'être humain est sorti de la chaîne alimentaire, on a été dans le sens de destruction, on va dire un peu de la biodiversité. Notre mode de vie, notre manière de vivre, elle évolue beaucoup plus vite par rapport à la vitesse d'adaptation de la planète. Encore une fois, pour moi, quand on essaie de sauver la planète, en fait, c'est pas la planète qu'on essaie de sauver, c'est l'espèce humaine. Typiquement, avec ce truc de décarbonisation de l'air et tout, on se casse la tête à essayer de fabriquer des trucs, alors qu'en vrai, ça existe depuis des années, des millénaires, des milliards d'années, ça s'appelle des arbres. Tu vois, et ça fait exactement la même chose, tu vois. C'est juste qu'on se dit, ah, ça fait une belle armoire, ça, tu vois. On arrive trop tard. J'ai l'impression c'est comme si tu fais rentrer un joueur à la 92e minute avec une minute de temps additionnel et tu te dis vas-y c'est 3-0, tu peux tout faire. Tu vois. Ça fait depuis 1950-1960 qu'on est au courant de la trajectoire dans laquelle on va. On est même, comme on est humain, on arrive à faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on fait encore pire que ce qui était annoncé à l'époque. Les objectifs typiquement climatiques étaient d'un réchauffement de 2 degrés pour 2050. Bonne nouvelle, on a atteint les 1,7 cette année. Yes, il reste encore 30 ans pour essayer de limiter à 0,3. Chaque décennie, on augmente un peu plus le réchauffement climatique et les décisions gouvernementales, politiques, publiques, la réaction ne se fait pas suivre au même rythme. En fait, on réagit beaucoup trop tard. Les réactions qu'on a actuellement, la prise de conscience qu'on a actuellement, elle aurait été efficace si on l'avait eu il y a 20 ans. On est en train de se dire il faut arrêter de produire du plastique dans tous les sens, alors que ça y est, il y a déjà un continent de plastique qui a été construit, tu vois. Si on arrête de polluer net, là, actuellement, maintenant, les effets de cet arrêt ne se feront ressentir que dans 10-15 ans. Et c'est pour rendre compte de la marge de manœuvre qu'on doit avoir, quoi. C'est plus une question de positionnement que de croyances naïves et idéalistes. Tu vas dire je suis pour, c'est se dire ok, je me positionne de sorte à ce qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Et pas dans un truc de toute façon, foutu pour foutu, je fais rien, c'est bon, de toute façon, dans 30 ans, on sera tous morts et c'est bon. Tu vois, donc, pour moi, c'est plus un positionnement de départ qu'une croyance. C'est pas parce que je pense que c'est, entre guillemets, trop tard que c'est une raison pour être un connard, entre guillemets, derrière. Je continue à faire des efforts de ouf, tu vois, tout le temps, parce que je me dis, là, c'est limite vraiment un combat humain plus qu'autre chose, en fait. C'est juste me dire, qu'est-ce que je vaux par rapport à toutes les personnes qui vont suivre, par rapport à toutes les autres personnes qui partagent cette même planète avec moi, si moi je me remets pas en question, si j'essaie pas de faire mieux pour eux en fait. Toi tu le fais pas et pourtant tu pars du postulat que c'est trop tard. Il y en a d'autres qui partent du postulat que c'est trop tard et qu'il n'y a rien à faire, mais qui se disent vraiment c'est bon. Et donc imaginons, on va prendre un cas très concret, imaginons demain on dit on va arrêter avec cette obsolescence programmée des téléphones, imaginons tout simplement. Donc, typiquement vous allez garder l'iPhone 12 pendant 4 ans au lieu d'avoir des iPhones qui sortir tous les années. Tu verras qu'il y aura des gens qui vont protester. Pourtant, c'est les mêmes qui vont s'indigner des exactions commises au Congo, par exemple, ou commises, je sais pas moi, au Venezuela, etc. Tu es exceptionnel dans la mesure où tu pars du trop tard. Arrête de me faire des clins d'œil. Je pense que tout ce qu'on a dit, on peut le faire. Comme vous avez dit, il y en a, ils vont pas le faire parce que voilà,
au fin de compte, ça sera plus pour nous. Enfin, nous, on sera plus là dans quelques années. C'est qu'on est d'accord sur le fait qu'on va aller dire qu'on va sauver la planète, c'est un peu idéaliste, mais on est aussi, je pense, d'accord pour se dire que c'est pas une raison pour partir défaitiste et qu'on est conscient que ça va pas se faire comme ça, que ça va demander du travail de la part de tout le monde, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, et qu'il y a énormément de travail à faire en fait, exactement, qu'il y a une montagne entre guillemets Clairement. à grimper. Je sais pas, ça va être joué sur le fil. On sauvera l'humanité.